Adrien Tchobakou, bonjour. Bonjour Ahmed Arikpa, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. Il vous va très bien votre blanc ce matin. Merci beaucoup. Alors, au regard des titres parus à la une des quotidiens ce matin, on démarre par le vôtre justement, le quotidien Fraternité, qui propose en manchette ce matin la descente donc, du chef de l'État sur Abomey-Calavi, mais également au niveau de la caserne de Dessa pour constater, entre autres, le niveau d'avancement des chantiers. Oui, M. Arikba, il faut dire que Patrice Talon, comme vous le savez, ne effectue pas les descentes ainsi. Hier, nous l'avons vu, on l'a suivi sur les réseaux sociaux, par la suite sur la chaîne de télévision publique, l'ORTB. Patrice Talon qui a effectué sa descente à Abomey-Calavi, et là où se construit actuellement le marché de Gros. Et il a constaté l'état d'avancement des travaux. Le chef de l'État, le père de la nation, a prodigué de sages conseils aux entrepreneurs et a doté le moral de ceux-là qui travaillent sur le terrain. Et il a visité plusieurs endroits, plusieurs compartiments de ce chantier. Et apparemment, et à l'entendre et à l'écouter, à le voir même, c'est qu'il est vraiment satisfait, il est vraiment content. Et on a vu un chef d'État qui est déterminé, effectivement, à rendre plus beau certains endroits de notre pays, pour ne pas dire un peu partout d'ailleurs, sur tout le territoire du Bénin. Plus beau, plus attractif, le Bénin. Et là, le président Patrice Talon, quand on l'a suivi, de l'autre côté aussi, il était allé à Dessa. À Dessa, c'est après Alada, et où se construit actuellement les casernes où nos militaires sont déjà. Il y a une bonne partie des militaires qui s'y trouvent déjà. Il les a rencontrés, il a échangé, il a vu l'évolution des travaux, il est vraiment satisfait, content. Et je pense que le chef de l'État est en train de miser gros. Il est en train de défier ceux-là qui pensent qu'au soir de son second mandat, on peut parler d'éléphant blanc. Patrice Talon n'effectue pas les descentes régulière, mais quand il descend quelque part, ça veut dire que le chef de l'État veut s'assurer de la qualité de ce qui se fait. Et ça veut dire aussi que ce projet lui tient véritablement à cœur. Et là, nous avons vu un chef d'État enthousiasmé hier, et il a montré effectivement qu'il est content, qu'il est satisfait. Et je pense que c'est de ça qu'il est question. Patrice Talon doit multiplier ses descentes parce que 3 ans, ça passe très vite. Le chef de l'État doit aller à d'autres endroits. Par exemple, pourquoi ne pas venir à Djabo, à Butabo, où il y a des toits d'arrêt, pour constater que malgré les milliards engloutis dans l'électricité, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, que les populations ont également continué de souffrir le martyre, ont besoin de l'électricité. C'est de ça qu'il est question. L'eau potable aussi. Et si vous voyez même, quand j'ai suivi les trucs tout à l'heure, il y a à Porte-Nouveau, l'affiche du jour, qui a parlé de l'eau potable à Porte-Nouveau. Oui, c'est ça. À Dassa aussi, il y a ce problème crucial d'eau potable. C'est vrai que beaucoup d'efforts se font. Il y a beaucoup d'efforts qui se font, mais beaucoup reste à faire. Je pense que Patrice Talon a choisi le bon moment pour pouvoir effectuer sa descente, parce que, vous savez, la délocalisation du marché du Tantokpa, qui viendra désormais à Abomey-Calavi, plus précisément dans la zone de Adjabo, à Kassato, je veux dire. Mais écoutez, ça va désengorger complètement Cotonou. Et vous savez, selon ce qui se dit et selon ce que nous suivons aussi, c'est que le chef de l'État, avant de quitter le pouvoir, veut innover autrement. Si on va à Accra, il y a ce que nous appelons Accra Mall. Si on va à Abidjan, si on va en Côte d'Ivoire, il y a Abidjan Mall. C'est ça, Patrice Talon, selon ce qui est même dans le PAG, ce que nous entendons, je ne l'ai pas lu, mais ce qui se raconte et ce qui se dit, c'est que le chef de l'État, Patrice Talon, veut tout faire avant la fin de son mandat, de construire Cotonou Mall. Et pour avoir de place pour construire Cotonou Mall, je pense que quand même, on doit enlever, on doit ramener le marché international d'Antokpa à Abomey-Calavi. Et tout est fait prêt. D'accord. Alors, quand on parle de Abidjan Mall, Accra Mall, Cotonou Mall, à quoi est-ce que ça répond concrètement?
c'est le redéveloppement. Écoutez, quand vous prenez tout le Bénin, il n'y a pas, comment on appelle cette affaire-là? Comment vous appelez ça? Quand on descend à l'aéroport d'Abidjan, par exemple, et on passe par les tunnels pour pouvoir venir au niveau de la salle. Ok. Et comment on appelle là? C'est les gens ascenseurs, j'oublie le nom là. D'accord, je vois de quoi il s'agit. Je vois très bien de quoi il s'agit. Des escaliers roulants. Il n'y a pas d'escalier roulant au Bénin. Vous voyez ça? Il n'y a pas d'escalier roulant au Bénin. Et si vous suivez un peu ce qui vient se passer, et si vous entendez, si vous lisez, si on vous donne, on vous fait l'aimabilité de vous faire lire ce qu'on veut construire, par exemple, et au camp militaire de Guézo, qu'on a ramené à Dessa maintenant, mais c'est de l'hypermarché. Et Bénin, comment on appelle, l'innovation commerciale que nous voulons avoir. Je me pose même la question de savoir si Patrice Talon peut l'achever avant la fin de son mandat, avant les 3 ans qui restent. Et si ça se réalise, mais le Bénin serait comme, je dirais, Abidjan ou Accra. C'est de ça qu'il est question. Je pense que Patrice Talon connaît ce qui est beau et il doit nous offrir ce qui est beau. Et c'est en cela d'ailleurs, donc, ou en tout cas c'est ce qui justifie, selon vous, cette descente qu'il a opérée hier au niveau du marché de Calavier de la caserne de Dessa. Laurent Roland Tonenquès, bonjour. Un mot sur cette descente donc, du chef de l'État. Ce n'est pas chose commune. Je sais que vous avez lu ma publication du samedi dernier qui mettait en valeur des femmes qui font le curage. Oui, sur ce bien évidemment, dans mon message, je n'ai pas eu de gêne à dire clairement que les travaux qui étaient réalisés étaient de bonne qualité, qu'il y avait une rigueur qu'on observait dans la qualité des travaux, bien évidemment. Et donc, je ne suis pas un opposant à Patrice Talon, je suis un observateur. Je fais mes analyses quand il le faut, bien évidemment. Je crois que ce que j'ai vu, c'est de grands travaux qui sont réalisés. Et je crois que hier, même quand je sortais de ma maison, quand j'ai vu la présence de certaines forces de l'ordre au niveau de certains carrefours, après l'émission, j'ai fait l'effort d'être un peu curieux pour aller sur le terrain. J'ai constaté que le chef de l'État s'annonçait sur le terrain. J'ai fait le tour même hier soir encore pour me rendre compte de la qualité des travaux, de l'immensité du chantier qui est en cours, et bien évidemment. Au fond, moi je le dis toujours, en la matière, les opposants peuvent reprocher beaucoup de choses à Patrice Talon, et nous-mêmes nous pouvons reprocher beaucoup de choses à Patrice Talon, mais sur la qualité des infrastructures réalisées sous la rupture, on peut s'enorgueillir. Et quand vous avez la chance de quitter le Bénin une fois, Adrien Tchoumakou a la chance à parler de la Côte d'Ivoire par exemple, et vous imaginez beaucoup de nos opposants, beaucoup de personnes qui sont peut-être là à critiquer Patrice Talon. Et oui, il faut le critiquer quand ce n'est pas bon, bien évidemment, mais on voyageait et on vu des choses de qualité. Et donc, quand on est patriote, il faut déjà espérer ou vouloir avoir des choses de qualité chez soi. Aujourd'hui, Patrice Talon a insufflé une dynamique. Il montre le chemin en réalité. Là où nous avons failli peut-être en 60 ans, en 40 ans, et excusez, peut-être que les gens diront que le nombre de voies, en tout cas le nombre de kilomètres de voies réalisées aujourd'hui dépasse ce qu'on a pu faire à 60 ans. Je ne vais pas aller sur ce terrain, mais je peux m'assurer de ce qui se fait aujourd'hui, il y a la qualité. La qualité, c'est de la durabilité. Quand il y a la durabilité, c'est que c'est moins de dépenses pour le contribuable dans une certaine mesure. Et donc, l'un dans l'autre, quand vous voyez le boulevard de la Marina, quand vous voyez c'est vrai que la statue d'Amazon, on ne connaît pas la valeur, mais c'est une image, c'est une identité pour le Bénin aujourd'hui. Et quand on regarde le marché de gros, et ce n'est pas que ça, il était allé au niveau des logements, 200 logements qu'on devait construire pour les militaires, bien évidemment, à l'ADA et Ouida, bien évidemment. Et moi, qui suis à l'ADA, quand je vois par le passé, par exemple, comme vous appelez, la place Toussaint-Louverture, j'en étais pas du tout fier, parce que j'ai eu la chance d'amener là, à plusieurs reprises, des afro-descendants, bien évidemment, des Haïtiens qui sont venus au Bénin, et donc j'étais le guide, on a été là-bas, je n'étais pas fier pour autant. Et donc aujourd'hui, ce qui s'y fait, ça honore le Bénin, et ça met en valeur l'identité du Bénin, dans une certaine mesure. On a le musée Vaudou, on a beaucoup de choses qui sont en cours d'être réalisées aujourd'hui, et je crois qu'en la matière, si on est vrai béninois, au-delà, je dis bien sûr, parce que il y a des intrigues politiques. Au-delà de certaines méthodes qu'on peut reprocher au pouvoir en place, il faut se féliciter de ce que quelque chose se fait pour montrer le chemin du développement au Bénin. Vous savez que la dernière fois, je pense que c'était sur cette même émission, on a reçu
un intervenant au bout du fil qui se félicitait de ses travaux, qui félicitait le chef de l'État et qui juste après n'a pas manqué de préciser qu'on ne mange pas. Non, justement, en la matière, les pavés ou les infrastructures. Non, en la matière, on l'a dit non, il faut que nous puissions travailler à faire pas les choses. Ce n'est pas pour qu'on en débatte. Non, je suis d'accord. Sous Soglo, on a dit qu'on ne mangerait pas les pavés. On a pu voir que Soglo a fait des pavés, mais quand il est parti, ceux qui ont ramené Kékou sont restés là, à ne pas encourager le monsieur à faire des travaux, bien évidemment, mais on contribue à siphonner les ressources de l'État. On a vu ce qu'on a pu avoir en 10 ans, et c'est Yaya Boni qui est arrivé, qui a pu faire ce qu'il pouvait faire aujourd'hui. Et donc, Patrice Talon montre le chemin. En la matière, on a faim, d'accord. Le gouvernement, on l'appelle à investir beaucoup plus dans le social, à permettre aux Béninois de vivre dignement dans leur pays, pour éviter les cas d'immigration qu'on voit. Beaucoup de personnes sortent de ce pays, bien évidemment, parce que c'est difficile pour eux désormais. Il va falloir se pencher sur cette question très essentielle. Adrien Tchoubakou, on va s'intéresser à quelqu'un qui, lui, n'est pas sorti du pays, qui est bien implanté donc au Bénin, et qui serait désormais abandonné de tous, selon Matin Libre. Politique nationale, Joseph Diogbenou, abandonné de tous. Joseph Diogbenou, abandonné de tous, écrit Matin Libre. Est-ce que Joseph Diogbenou est abandonné de tous? Je ne pense pas que c'est ça, parce que, qu'on veuille ou pas, jusqu'à l'heure où je vous parle, d'abord, Joseph Diogbenou demeure le président de l'UPR. C'est bien ça, le progressiste, le renouveau. Donc, c'est pour dire quoi? Déjà, tous les acteurs politiques membres de ce parti politique, de cette formation politique, c'est Joseph Diogbenou qui les dirige. C'est beaucoup de choses. Évidemment, il a un budget. Il a des avantages pour ça. Donc, Joseph Diogbenou, c'est vrai, son parcours, nous l'avons suivi. D'abord, il a été avocat conseil de l'actuel chef de l'État. Et par la suite, il est rentré au gouvernement, ministre de la Justice, ministre garde des Sceaux. Et par la suite, il a été, je dirais, la deuxième personnalité, bon, pas la deuxième personnalité, en tout cas, l'une des plus hautes personnalités de la République. Et il a été président de la Cour constitutionnelle. Par la suite, il est devenu président de cette grande formation politique, la plus grande formation politique du Bénin. Joseph Diogbenou, aujourd'hui, a toujours son mot à dire sur tout ce qui se passe au plan politique dans notre pays. Donc, pour moi, Joseph Diogbenou, il n'est pas abandonné de tous. Il n'est pas du tout abandonné de tous. Il est toujours dans toutes les courses politiques. Il a toujours son mot à dire. Il est là pour orienter le débat politique, même si on ne le voit pas sur des chaînes de radio, de télévision, même s'il a opté pour le silence. Je pense que Joseph Diogbenou est celui-là que nous devons respecter et sur qui nous pouvons toujours compter. Joseph Diogbenou, aujourd'hui, je pense que s'il devrait avoir remaniement ministériel, encore que Patrice Talon l'a dit clairement, qu'il ne veut pas le faire. Pas pour de sitôt, en tout cas. Pas de sitôt. Joseph Diogbenou pouvait rentrer dans le gouvernement s'il devrait y avoir. C'est-à-dire qu'on veuille ou pas, Joseph Diogbenou, aujourd'hui, il est à un plan stratégique de notre politique, un plan stratégique de la politique de notre histoire. D'accord. Alors, Laurent Roland-Toninquet, sur ce sujet, c'est vrai que quand l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou, démissionnait de la présidence de la dite Cour, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, on a fait beaucoup de supputations. Du coup, après cette démission, il devient le président de l'Union progressiste, et qu'après les élections, les scores ont été ce qu'ils ont été, qu'on l'a annoncé pouvoir prendre la tête de l'Assemblée nationale et que cela ne s'est pas fait finalement. Est-ce qu'il n'y a pas des raisons de se dire aujourd'hui, qui plus est, lorsqu'on ne l'entend pratiquement plus, est-ce qu'il n'y a pas des raisons de se demander justement s'il n'est pas abandonné de tous et donc que de s'exclamer comme le fait le confrère de Matin Libre ce matin? Moi, je dirais dans le sens contraire de Adrien Tchoubakou, et je dirais c'est tout simplement que quand on regarde un peu les faits depuis un moment jusqu'à aujourd'hui,
c'est possible que Joseph Diogbenou soit abandonné de tous. Que ce soit une carte qui a été jouée et oui, qui n'est pas forcément donné les résultats escomptés. C'est possible qu'il soit abandonné de tous parce qu'on a pu voir l'assurance qu'il a pu donner à la veille des législatives de 2023, janvier 2023. Et on a pu voir les résultats obtenus, et bien évidemment. Et quand vous êtes dans une formation politique et que vous êtes président de cette formation politique et que même dans votre circonscription électorale, vous n'arrivez pas à avoir un bon score, déjà, c'est les plus jeunes dans votre partis politiques qui ont fait des résultats, qui ne commencent pas à vous bouder, qui vous, à la limite, peuvent vous manquer de respect. Vous avez vu ça? Mais écoutez, moi, il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur des plateaux de télévision. Mais j'ai la chance quand même de discuter avec des personnalités. Et pas des moyens parfois. Je les écoute et je fais mes analyses, je fais mon opinion là-dessus. Mais je peux vous assurer qu'en l'État, c'est possible qu'il soit abandonné. Pourquoi? Parce que jusqu'au chef de l'État? Je ne dis pas le chef de l'État, mais le chef de l'État aussi, s'il veut des résultats, je pense qu'aujourd'hui... Il faut pouvoir compter sur quelqu'un qui peut en donner. Qui peut en donner. Exemple tout simple. Si Joseph Diogbenou était en griffe, le dauphin comme... Oui, parce qu'on l'a annoncé. Oui, comme certains le pensent par exemple. Comme certains le pensent par exemple, s'il était dauphin de Patrice Talon, est-ce que vous pensez qu'il peut faire un bon score au vu de ce qui a commencé déjà à Cotonou? Les résultats obtenus dans certaines circonscriptions électorales ont été le fait de certains candidats dans ces circonscriptions électorales. Malheureusement, Joseph Diogbenou, au cours de la rupture, a eu un parcours. À un moment donné, déjà même avant la rupture, c'est cet acteur de la société civile, Bontin, qui donnait espoir au peuple dans certaines mesures. Mais une fois élu député, on a pu voir ce qu'il a pu faire sous Boniaï, mais Patrice Talon arrivé au pouvoir, on a pu voir ce qui s'est passé. D'accord? Vous savez, déjà au ministère de la Justice, à partir de là, la Cour constitutionnelle, les différentes décisions prises par la Cour constitutionnelle, quand peu ou prou, on lui colle parce qu'au-delà de tout, c'est lui le président de la Cour constitutionnelle. Et après ça, quand on regarde ça, et que ce personnage quitte la Cour constitutionnelle pour venir sur le terrain politique, pour se faire peau neuve en griffe dans une certaine mesure, et qui peut-être, dès la première élection, dans sa circonscription électorale, a des problèmes. Vous savez, des gens sur la liste UP vous diront à Cotonou, ils ne le diront pas tout haut, mais ils vous diront que s'ils n'ont pas été élus députés, c'est à cause de Joseph Diogbenou. Parce que dans le langage des Béninois à Cotonou, des Cotonouais, la plupart du temps, c'est Joseph Diogbenou qui était indexé pour dire lui tête de liste, lui. Et donc finalement, les résultats obtenus à Cotonou pourraient être du fait qu'on a positionné un certain Joseph Diogbenou. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, dans sa formation politique, des gens ne voudront pas parce que la preuve, quand il est arrivé automatiquement, on a vu qu'il a commencé à mettre en place sa base, bien évidemment. Et il y a un existant, il y avait des gens boudaient en éterne, n'étaient pas d'accord, peu ou prou. Et aujourd'hui, comme ils ont vu qu'il a une faiblesse sur le plan électoral, on peut profiter de ça. Toujours est-il que rien n'est gagné d'avance. Il va falloir peut-être, même s'il est abandonné de tous, il va falloir faire très attention parce qu'il reste un pignon essentiel pour le chef de l'État. D'accord. Adrien Tchopakou, pour finir. Oui, Joseph Diogbenou, pour moi, aujourd'hui, je ne dirais pas un repli tactique, mais il a pris un peu de recul pour mieux se préparer politiquement. Et vous savez... Si on veut se préparer, ce n'est pas au barreau qu'on retourne. Non, pas du tout. Je dis se préparer politiquement, ce n'est pas au barreau, ça c'est clair. Mais justement, il retourne au barreau. Il retourne au barreau, c'est ce que toi tu sais. C'est ce qui a été dit, on a entendu. Je sais, il y a des choses que je peux pas dire. Il y a Joseph Diogbenou aujourd'hui. Vous ne dites pas toute la vérité. Joseph Diogbenou aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, il est un peu au repos et il est consulté par plus d'un. Au plan politique. Ah oui, beaucoup l'écoutent, il échange avec beaucoup et il sort beaucoup maintenant. Quand il dit sortir beaucoup, allez-y, comprendre quelque chose. On s'intéresse à Émergence Info à présent. Plus que jamais pour Joseph Diogbenou de bien se lever politiquement. Merci Adrien, merci Laurent. On s'intéresse à Émergence Info à présent. Interdiction de visite à Madougou, coupure d'électricité dans les prisons, la réaction du gouvernement attendue, Adrien. Oui, il ne doit pas avoir coupure dans nos prisons. Ça, vous savez, une prison, c'est un lieu hautement sécuritaire. C'est un lieu qu'on doit beaucoup sécuriser. Donc, en aucun cas, on doit tout mettre en œuvre que s'il y a coupure, il doit y avoir un groupe de relais automatique. Parce qu'il faut que les forces de l'ordre puissent voir
ce qu'ils sont en train de sécuriser. Si le militaire, si les militaires sont positionnés sur les miradors, il faut qu'ils puissent voir tout du haut en bas correctement. Donc, le gouvernement doit rapidement agir pour que plus jamais il n'y ait de coupure et qu'il n'y ait pas de relais automatique d'énergie électrique. Donc ça là, je pense que le gouvernement doit très rapidement agir pour que nous ne vivions pas ça. Une prison pour moi, c'est comme le CNHU où il ne doit pas avoir de coupure. C'est comme un centre de santé où il ne doit pas avoir de coupure. Par rapport au second pan du sujet. C'est dans le premier en fait. Hein, donc le premier. L'interdiction de visite à Madougou. Oui, vous savez, l'interdiction de visite à Madougou, j'ai lu la question d'actualité du président du groupe parlementaire Les Démocrates, qui a parlé de ça. Il a parlé il a posé 8 questions. Mais avant, il y a un petit commentaire qui parle de visite qu'on aurait interdit aux femmes démocrates qui devraient rendre visite. Il y a 2 interdictions selon ces propos. C'est qu'il y a les femmes, les démocrates qui devraient rendre visite à Madougou le 8 mars et que le procureur spécial n'a pas donné son autorisation. Secondo, il y a une date là, et puis bon, maintenant que les femmes démocrates veulent rendre visite à toutes les femmes de la prison civile de Messerete. Et le procureur, de quoi riez-vous? Le procureur spécial Mario s'est aussi opposé. On comprend évidemment. Vous voyez que le procureur a raison, parce que d'abord, si vous faites tout, moi j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs personnes dans cette prison. Quand tu vas, c'est au plus 2 minutes, hein, tu restes debout et tu parles. Parce que si c'est une seule personne qui vient rendre visite à quelqu'un, le problème ne se pose pas. Si c'est 2 personnes, mais à partir de 3, c'est déjà trop. D'ailleurs, 2 déjà, on vous laisse aller voilà. un à un. Les explications du... Laurent Roland, tu as des questions. Je n'ai pas fini. Je crois que c'est... Roland, tu permets? Ok. Maintenant, j'ai aussi suivi où on a parlé de son avocat qui serait aussi interdit de visite. Moi, je pense que... Écoutez. Enfin, c'est plutôt elle qui est interdite de visite, mais bon, allons-y, oui. Oui, bon, évidemment, c'est bien elle. Moi, je pense que l'éléphant et le rat ne doivent jamais se battre. D'accord. Vous savez ce que je dis? C'est-à-dire? L'éléphant et le rat, des éléphants peuvent se battre. Mais un éléphant et un rat ne doivent pas se battre. Moi, je pense que... Le rat ici, c'est? Je ne veux pas aller dans les détails. Vous comprenez mieux que moi. Non, pas encore. Expliquez. Pas encore. Un éléphant ne se bat jamais avec un rat. On a compris l'idée. Mais après, ici, le rat, c'est qui? Écoutez, c'est qui? Ce que je dis, c'est quoi? C'est que je pense que, si vous suivez un peu, quand Ricard Madougou a été condamné à 20 ans de prison, Ricard Madougou avait refusé de faire quoi on appelle? D'interjeter appel. C'est bien ça, hein? D'interjeter appel. Pour moi, c'était une très bonne voie. Et ces avocats, ceux de l'opposition, doivent abonder dans ce sens. Oui. Maintenant, très rapidement sur le sujet. Pourquoi pour moi? Écoutez, je n'ai pas fini. Ok, je laisse Laurent d'abord. Je pense qu'on a compris. C'est elle le rat. Écoutez, il n'y a pas de raison de défendre ce qui se passe ou bien de vouloir maquiller la vérité. Qu'on ne se le dise en face. Ricard Madougou est condamné à 20 ans de prison. Elle a déjà dormi. Vous ne pouvez pas jusqu'à lui l'empêcher de visite quand même. Parce que ça participe au moins de son droit? Non, pas de son droit. Respect de ses droits? Non, au-delà du respect des droits. C'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà 20 ans de prison, vous l'empêchez même de voir ses amis, son avocat. Vous la stressez en réalité. Moi, j'estime que c'est vrai, ils me diront qu'ils ont des éléments. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Oui, qu'ils ont des éléments. Parce qu'on n'a pas tous les éléments. Mais écoutez, le ministre justement de la Justice. Écoutez, si il a dit tout à l'heure, quand vous venez à la prison civile de Cotonou, j'ai pu voir, en allant visiter quelqu'un il y a quelque temps, j'ai vu le professeur Joël Ivor
autour d'une chicane, les bras sur une chicane, en train de recevoir ses amis. Et je suppose que désormais, c'est ce qui se fait du côté de MusicRT, puisque avant, je sais que les gens pouvaient me recevoir dans une salle. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça a changé. Mais on peut peut-être leur permettre de recevoir derrière une chicane, ou bien derrière une grille, ceux qui viennent leur rendre visite. Bien évidemment. Mais je crois qu'en la matière, il va falloir peut-être que les gouvernants interpellent les régisseurs, les juges, pour voir dans quelle mesure on peut faciliter la tâche aux prisonniers. Comprendre ce qui se passe concrètement, en tout cas, ce que je voudrais dire, écoutez, quand vous prenez la présence civile de MusicRT, à cause de cette affaire de Rekiat Madougou, le gardien-chef est mis aux arrêts de rigueur. Le régisseur qui était là a été limogé. À cause. Vous dites que c'est à cause. Vous êtes sûr? Vous n'avez pas suivi l'actualité? Écoutez. Êtes-vous sûr? C'est quelqu'un d'autre qui est là maintenant. Oui, celui qui est là n'a même pas encore fait 2 semaines. Oui. Je suis d'accord. Maintenant, moi je pense que ce dernier, oui, on peut... Écoutez, de toute façon, si c'est à cause de Rekiat Madougou qu'ils ont été limogés, l'autre a été mis aux arrêts de rigueur, c'est déjà une bonne chose. Déjà, ça veut dire qu'ils ont voulu peut-être faire leur travail d'une certaine manière qui ne va pas dans le sens de ceux qui... Il y a des éléments, comme je vous le dis. Mais moi, je pense sincèrement que... On va passer à un autre fait d'actualité. 5 étoiles, il va falloir faire les choses autrement. Parce que nous sommes tous béninois. Et les forts d'aujourd'hui peuvent devenir des faibles. Rekiat Madougou a été ministre de la Justice. Mais n'oubliez pas. Vous comprenez? Elle a été ministre de la Justice. Et je pense que chaque fois, quand nous sommes à un poste de responsabilité, nous devons poser des actes qui vont nous servir plus tard. Très bien. Si elle a été ministre de la Justice, Émergence Info, la une va à nouveau apparaître à l'écran. Émergence Info aborde également Laurent Roland Toniquès, Adrien Tchoubakou, s'il vous plaît. Émergence Info aborde également un autre fait d'actualité ce matin. Pour éviter des poursuites pénales, chaque employeur invité à déclarer son personnel domestique. C'est très important. Moi, je suis formel là-dessus. Ceux qui prennent chauffeur pour payer 35 000, 40 000, doivent pouvoir comprendre que c'est des pères de famille des excédés. Ceux qui prennent domestique à la maison et on paye 15 000 francs et tous les jours, on crie sur les gens là. Il faut faire, si vous ne pouvez pas payer là, remerciez les gens tout simplement et travaillez vous-même. Vous prenez un jardinier, le gars se lève de sa maison, peut-être à 6h ou 5h du matin, il laisse son épouse. On sait bien qu'à 6h parfois les gens sont encore avec l'épouse, mais vous l'obligez à sortir de sa maison et c'est vous qui criez sur lui, vous ne voulez pas bien le payer. Et ce qui fait mal parfois. Parce qu'on peut aussi, même à ce niveau, faire la part des choses. Entre quelqu'un qui a une domestique qui a 80 000 de salaire ou 100 000 de salaire, on peut comprendre. Mais c'est ceux qui sont à coups de millions qui sont les plus malhonnêtes dans cette affaire. Vous êtes DC, vous êtes ministre, vous avez des millions comme salaire. Et votre gardien à la maison, vous lui payez 35 000. Et vous criez sur lui. Le gars ne peut même pas dormir. Et c'est 24 heures sur 24. C'est la première chose. Il y a domestique à la maison, on ne le paye même pas. C'est-à-dire que ce que vous mangez, la domestique ne peut jamais manger. Et vous ne le payez même pas bien, c'est 25 000. Et celui-là, par exemple, ou celle-là, travaille chez vous, c'est peut-être pour 10 ans, 15 ans. Un jour, vous le renvoyez, il n'a pas d'économie quelque part, il n'est pas déclaré, il n'a pas de cotisation qui pourrait lui permettre de prendre de suivi pour quelque temps. Je crois que quand on prend l'un dans l'autre, dans une certaine mesure, il va falloir faire les choses normalement dans notre pays. Si les gens courent pour aller faire domestique en Europe, si les gens courent pour aller faire domestique au Koweït, là, c'est pourquoi? C'est parce c'est bien payé là-bas, non? Et donc, bien évidemment, si les domestiques peuvent s'assurer qu'au Bénin, ils auront le SMIC tout au moins. Les chauffeurs peuvent avoir l'assurance qu'ils auront tout au moins le SMIC dans ce pays. Je crois qu'ils vont rester ici pour travailler. Et il va falloir travailler à cela et faire en sorte que les gens payent bien les ouvriers, en tout cas les chauffeurs, les domestiques, et les déclarent à la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est de ça qu'il est question. Voilà, voici au moins un sujet sur lequel vous serez d'accord tous les deux. Oui, je suis d'accord, mais je vais aller plus loin. Ce n'est pas seulement payer, ce n'est pas seulement déclarer l'employé à la Caisse nationale de sécurité sociale qui est le problème. Il faut bien payer, même si ce n'est pas un salaire, tout au moins vous payez le SMIC. Le SMIC, évidemment. Tout au moins. Tout au moins, c'est-à-dire 52 000. Autrement, vous ne pouvez pas les déclarer, enfin je pense pas. Non, ça se fait.
Vous pouvez déclarer le SMIC. Avant, c'était, le SMIC n'était pas à 52 000, donc vous pouviez payer 40 000 et déclarer. Aujourd'hui, si vous allez à CNSS... Pourquoi vous avez dit que ça se fait? D'accord, donc... Ne pas payer le SMIC et déclarer. On peut payer moins du SMIC. Je suis responsable d'entreprise. Donc vous l'avez fait. Je suis président d'ONG. Donc vous l'avez fait. Je sais de quoi je vous parle. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que vous payez moins que le SMIC? Non, jamais. C'est-à-dire pour déclarer quelqu'un. Vous savez que ce sont des pratiques qui ont cours. Écoutez, avant c'est combien? C'est d'abord 18 000 et quelques qu'il faut payer. Mais maintenant c'est à 9 800. Tu vois que je suis pas d'accord avec vous. Non, ce que vous payez à la caisse, c'est en fonction de ce que vous payez comme salaire à l'employé. Et c'est en fonction de ça que c'est calculé. Écoute-moi, je dis, ce dont il parle, pour déclarer quelqu'un aujourd'hui à la Caisse nationale de sécurité sociale, pour verser la cotisation, le minimum qu'il faut payer avant, là, c'est 18 000. Maintenant, je ne parle pas de déclarer. Moi, je parle de il faut commencer par là d'abord, non? Laissez-le finir. Vous déclarez sans payer la cotisation. Laissez-le finir. Il faut d'abord déclarer l'intéressé. Il faut commencer par déclarer et après maintenant verser la cotisation. Avant de commencer par verser. Alors, c'est ça. Si aujourd'hui, pour remplir les formalités, on n'a pas besoin de la fiche de paye. Et la fiche de paye n'est pas informatisée. Okay. Vous comprenez ce que je dis? Okay. Pour pouvoir payer et déclarer quelqu'un, c'est seulement son acte de naissance et, comment on appelle, pièce d'identité en cours de validité. Aujourd'hui, c'est ce que Anip fait là. CIP. Et quoi d'autre encore? C'est très simple. Alors, on n'a pas besoin de savoir le salaire qu'il gagne comme ceci. Encore que, même s'il y a ça, on peut écrire quelque chose et négocier avec l'intéressé. C'est qu'il y a un travail profond qui doit se faire. Ah, mais si vous oui, pour finir. Et là, en la matière, pour finir sur ce sujet. C'est pratique à dénoncer. Parce que c'est ce qui se fait. Et vous faites bien de le dire. Les gens payent 30 000 francs à leur employé et il leur dit... Et ils disent, pardon, ils disent qu'on va te déclarer, tu dis que c'est 50 000 que tu prends comme salaire, et à la fin du mois. Et d'ailleurs, même, je parle d'un point, les gens font la déclaration sans jamais verser de cotisation. Ouais. Ça veut dire un problème. Et deuxième chose, dis à l'employé, je te paye 50 000 francs, dis là-bas que je te paye 50 000 francs, que vous payez 30 000 francs, qui ne peut même pas de suivi dans ce besoin, alors que le SMIC est à 52 000, c'est des pratiques à dénoncer dans ce pays, parce que ça a trop duré. Info Matin nous intéresse à présent. Laurent Roland Tonniquet et Adrien Tchomakou. Gestion de la sécurité routière au Bénin. Le radar, oui, mais. Adrien. Oui, le radar, oui. Le radar, vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez votre véhicule, vous savez que à tel endroit, dans tel quartier, dans tel arrondissement, qu'il y a le radar qui est là. Il suffit, même si tu filais, tu vois un peu, tu ralentis, puisque tu es proche du radar, tu es, je dirais, à 1 kilomètre du radar, et tu vas doucement, doucement, tu traverses, tu les dépasses, et tu commences encore à filer. Donc, le problème, ce n'est pas seulement le radar. S'il doit y avoir radar, il faut qu'il y ait plusieurs radars, et il faut désormais que ces radars soient électroniques. À Abidjan, quand tu files, tu dépasses, c'est-à-dire les radars sont là. Aucun policier n'est même pas là. C'est automatique. Du moment où déjà à 500 mètres, tu es déjà fiché. Tu es fiché, tu rentres dans le système. Et le radar photographie l'immatriculation de ton véhicule, tout. Et il t'envoie la contravention. Il renvoie la contravention automatiquement dans ta boîte électronique. C'est ça, puisque un véhicule acquis, il y a des formalités qu'il faut remplir. Absolument. Et je pense que c'est ce travail que l'ANAT est en train de faire actuellement au point où on demande à ce que les gens viennent retirer leur plaque d'immatriculation pour les motos et que la répression va démarrer demain. Je pense que on doit déjà savoir que sans radar, nous devons aller très très doucement. Nous devons rouler doucement. La prudence, c'est le plus important. On ne doit pas se fier aux contraventions. On ne doit pas dire que il y a le radar, il faut que j'aille doucement, doucement, et après je vais filer. Non. C'est d'abord la sécurité de celui qui est au volant, de celui qui est à moto. C'est la sécurité de tout un chacun de nous. Et chacun de nous doit contribuer au développement de cette nation. Chaque geste que nous faisons contribue d'une manière ou d'une autre à notre développement. Donc nous devons œuvrer nous devons rester en vie. Et s'il faut contraindre les gens à rester en vie, on va les contraindre à rester en vie pour voir les merveilles de ce pays.
La dictature, la dictature de la sécurisation des populations. Oui, il faut le faire. Merci Adrien Tchoumakou. Laurent Roland Tonnikès, disons dans les colonnes du quotidien, je vais le retrouver. Je pense qu'il s'agit du quotidien L'Affiche du jour, non, le Chasseur Info plutôt. Un enseignant, un directeur de CEG, enlevé à Idigny dans Kétou. Laurent. Oui, j'ai lu l'information depuis hier. C'est vrai que ça m'étonne que ce soit un directeur d'école qui soit... de CEG. Oui, voilà, qui sont enlevés et qu'on demande 20 millions comme rançon à payer. Bon, il faut peut-être chercher à comprendre les motivations de cet état de choses. Je veux bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens arrivent à l'enlever. On craignait pour le nord du Bénin. Justement. Mais voilà que nous sommes dans le sud-est du Bénin et que c'est là que ça se passe. C'est vrai que Kétou, pas loin du Nigeria, bien évidemment. Donc cette pratique peut ne pas surprendre parce que ça peut être du fait de certaines personnes qui ont leur base du côté de l'autre pays, le Nigeria. Mais toujours est-il que je crois que c'est les forces de l'ordre qui sont défiées en la matière. Donc c'est à eux de travailler à aller libérer ce directeur d'école sans heurts et de nous prouver que oui, véritablement, ils ont des moyens aujourd'hui en la matière. Mais aussi, travailler aussi maintenant à sécuriser davantage nos centres de formation. Parce qu'en réalité, vous imaginez si un directeur d'école en arrivait à être enlevé comme ça et qu'on demande 20 millions comme rançon, et qu'est-ce que ça pourrait être si c'était des enfants qui étaient kidnappés? Ils pourraient prendre 2, 3, 4 enfants dans les mêmes zones, bien évidemment. Il va falloir travailler en la matière et voir comment sécuriser nos écoles, nos centres de formation et même sécuriser le territoire national, bien évidemment, pour éviter de tels cas. Adrien Tchoumakou. Oui, en fait, le kidnapping peut intervenir à tout moment et à tout lieu. Vous savez, ce que moi je voudrais dire au peuple béninois, c'est de savoir qui fréquenter, savoir choisir ses amis. C'est vrai, pour kidnapper quelqu'un, vous pouvez être dans votre véhicule, mais ce qui est souvent le plus facile pour enlever quelqu'un, c'est-à-dire, c'est d'abord quelqu'un peut-être que tu connais, qui t'invite quelque part, autour d'un pot, et puis bon, tu es parti comme ça. Il faut savoir qui est ton ami, qui fréquenter. C'est ce que je voudrais dire, je ne veux pas en dire plus. On va finir maintenant par le quotidien Fraternité et un mot de football pour parler donc de ce cafouillage autour du lieu du match. Retour au Rwanda-Bénin. Le quotidien Fraternité, pour ce chat, les cas de figure possibles. Adrien Tchoumakou. Oui, est-ce que le match retour se jouera au Bénin ou au Rwanda? C'est la véritable préoccupation. Pour ce que je sais, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a une décision et le match retour devrait être joué au Bénin. Mais on a appris, sinon on a aperçu les Kep, les Rwandais, on les a aperçus à l'aéroport. Ils prennent l'aéroport, ils prennent l'avion pour se rendre dans leur pays. Ça voudra dire quoi? C'est bizarre de voir des guêpes dans un avion. Est-ce que les guêpes ont besoin d'entrer enfin, ça voudra dire quoi? Un avion pour voler. Le match retour va-t-il se jouer au Rwanda, finalement? Ou bien est-ce que les guêpes veulent-ils défier la CAF? Comment ça va se passer? Ou bien ils vont revenir encore au Bénin, ce sont les nôtres qui vont repartir, c'est la grosse interrogation. Je pense que c'est vraiment un sujet que très rapidement, aujourd'hui, au plus grand tard, demain, ça doit être tiré au clair. Et le ministre Oswald Omekri est mis à l'épreuve. On doit mettre à profit toutes les démarches pour qu'on soit très vite soutenu. D'accord. Laurent, pour finir. Non, je pense sincèrement que si les Rwandais sont rentrés, ce n'est pas évident que c'est pour refuser de jouer le match au Bénin. Okay. Le temps de vol entre Kigali et Cotonou, c'est 8 heures de vol, bien évidemment. Okay. Donc ils peuvent partir et revenir. Ils peuvent partir et revenir. Et sachant bien que tout pays qui vient jouer au Bénin a peur du Bénin, parce que le Bénin est réputé pays du vaudou, on a peur des Béninois. Et sachant qu'au cours du match, quelqu'un se serait levé pour aller prendre la serviette du gardien rwandais. L'un dans l'autre, il y a des éléments qui peuvent faire peur aux Rwandais
qui peuvent décider de rentrer chez eux d'abord et revenir peut-être le samedi nuit, dans la nuit du samedi au dimanche matin, ou bien dans la nuit du... Oui, le match c'est le lundi. Donc ils peuvent venir dans la nuit du samedi au dimanche matin, aller faire l'entraînement le dimanche et venir jouer le match le lundi, c'est pas impossible. Donc on est aujourd'hui vendredi et donc c'est eux qui décident de faire ce qu'ils veulent. Si en réalité ils voulaient s'opposer à la décision de la CAF, je suis sûr qu'ils l'auraient déjà fait savoir. On aurait pu voir une saisine de la CAF, bien évidemment, depuis que la note est sortie. Mais s'ils n'ont pas réagi et qu'ils sont en train de partir, c'est peut-être qu'ils ont des éléments qui les motivent à partir et revenir. Qui sait? D'accord. Merci à vous, Laurent Roland. Une question en tout cas, on attend donc de voir concrètement ce qu'il en sera dans les tout prochains jours. Adrien Tchouvakou, merci.